La toxicomanie. On en parle beaucoup, quelquefois un peu trop, quelquefois un peu déformé. On parle du flash, on parle du plaisir et on parle surtout du drame, de tout ce que ça peut enregistrer, de tout ce que ça peut provoquer. La toxicomanie, évidemment, ça vous regarde. Alors, il faut quand même pas se fier à tout ce qui est titre à sensation. La drogue, ça existe depuis toujours. Il y a toujours eu des problèmes à la fois de transgression, il y a eu des problèmes de célébration. Très nombreux sont les poètes, les écrivains qui en ont parlé, quelquefois pour montrer le bonheur que c'était, quelquefois le plaisir et le drame que c'est. En collaboration avec le magazine Marie-Claire, dont le numéro du mois de mai va s'ouvrir sur un article important, une très bonne enquête sur pourquoi les jeunes filles se droguent. Nous avons essayé en fait en même temps avec eux, avec Marie-Claire, de faire une enquête et de voir non pas seulement pourquoi on se drogue, mais aussi qu'est-ce que c'est, ça correspond à quoi, essayer d'expliquer aussi. Vous savez, on dit toujours c'est un peu comme labourer la mer, mais je crois que c'est extrêmement important de toujours informer et d'essayer d'aller plus loin dans un problème qui est pour beaucoup de gens un drame, et pour beaucoup de gens un vrai combat, dont certains se sortent, et même se sortent bien. Alors, je voudrais demander à Françoise un peu de nous raconter un peu comment elle y est venue, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, comment on vient. Alors, il n'y a pas, évidemment, vous ne parlez pas pour tout le monde, vous parlez pour vous, mais comment on vient à l'accoutumance, comment on vient à la drogue? Au début, on fume des pétards, c'est gentil, ça fait pas de mal. Et puis un jour, on se retrouve avec des copains qui n'ont pas de pétards à proposer, qui ont juste de l'héroïne. On dit on va y goûter, pourquoi pas. Et puis c'est là qu'arrive le danger, parce que l'héroïne, eh ben, au début, c'est bon comme un orgasme. Et puis très vite, eh ben, de week-end en week-end, ça devient tous les 3 jours, et puis tous les jours, et puis 2000 francs par jour, et puis il faut les trouver. Je pense que fumer des pétards, on est déjà psychologiquement beaucoup plus faible pour dire oui à l'héroïne ensuite. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Juste une chose, Françoise, est-ce que quand on vous a proposé, ou quand vous êtes de l'héroïne, est-ce qu'on vous a dit quelque part, bah, c'est un peu la même chose, tu as fumé des pétards, tu verras l'héroïne, bon, c'est plus fort, ça va te procurer un flash beaucoup plus grand. Qu'est-ce que je veux dire, est-ce qu'on vous a dit quelque chose ou bien c'est passé naturellement On m'a dit de ne pas y toucher. Et bah, comme c'était interdit, il a fallu que je le fasse, bien sûr. Les gens avec qui j'ai commencé, il y avait 10 ans de plus que moi. Donc, ils me disaient, tu ne te rends pas compte, tu étais très jeune, ne commence pas, n'y touche pas. Vous avez quel âge à l'époque, à ce moment-là? Ça m'embête de le dire parce que les films comme Christiane F., moi je trouve ça révoltant de dire, regardez, je me suis camée à 13 ans. D'accord. Pour moi, c'est pas je me suis camée très jeune ou pas très jeune, c'est je me suis camée et puis je suis dans la merde. D'accord. Bon, jeune, c'est tout. Donc, ils m'ont dit de ne pas le faire. Finalement, ils étaient mal passés pour me dire de ne pas le faire. Ils avaient sans arrêt la pompe dans le bras. C'était interdit, j'y ai goûté. Et puis, eh ben, d'abord, j'y ai pris goût, puis ensuite, je m'y suis accoutumée. Et quand vous y êtes accoutumé, c'est resté très longtemps dans ce que vous avez dit que c'était, au début, c'est un peu comme l'orgasme. Est-ce que le plaisir a duré longtemps, enfin la sensation de plaisir? Disons qu'à l'époque, c'était pas l'héroïne qu'il y a maintenant. Elle était beaucoup moins coupée de saloperies, d'Ajax et de bordel, de manicole, enfin de saloperies que les jeunes s'envoient maintenant. Donc ça a été bon à un certain moment, oui, quand j'en prenais une fois le week-end. Et puis après, c'était bon les 2 premières minutes, et puis après, c'était la fuite. J'avais besoin d'être dans cet état pour plus rien voir autour de moi. Et ça a duré, et est-ce
Est-ce qu'à des moments, vous pensiez, bon, il faut que j'arrête très vite ou pas du tout? C'est quelque chose qui ne vient pas à l'esprit ou qui ne venait pas à l'esprit? Ça vient par petits bouts de chemin, je dirais. C'est déjà quand ma mère s'en est aperçue, bon, j'ai vu que je démolissais ma famille. Dire que j'ai dit je vais arrêter, je l'ai dit bien des fois. Je le disais le soir et puis le matin, ben, je partais chercher ma came. Et puis des petits bouts de chemin, tels que ben, j'ai essayé des postes-cures. J'ai essayé, je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique. Je me suis retrouvée en maison d'arrêt. Tous ces petits bouts de chemin m'ont fait peut-être réagir et dire, bon, t'as 20 ans, qu'est-ce que tu fous au milieu des débiles? Parce que c'est ça, l'hôpital psychiatrique, on est traité comme un débile. On m'a jamais soigné. Je suis arrivée en hôpital psychiatrique, on m'a dit, qu'est-ce que tu prends dehors? Bon, bah, je t'en donne le double. Et c'était la zombie. Ah, carrément, c'était ça. Ah, c'était ça. Je veux dire, j'étais plus défoncée que je l'étais dehors. Bon, les maisons d'arrêt, c'était pareil. Qu'est-ce qu'on fait quand on est toxico? Une fois qu'on a sa came, on s'enferme dans sa cellule, dans sa piole ou n'importe, on écoute sa musique. Bon, en maison d'arrêt, on se retrouve dans une cellule avec des petites fioles et puis on peut dormir toute la journée. Il suffit qu'on tape à la porte et on a la défense qu'on veut. Donc là, je suis devenue vraiment polytoxico, c'est-à-dire que bon, j'ai vu qu'avec des cachets, on pouvait aussi bien se défoncer qu'avec de l'héroïne et ça me permettait de tenir. Et je suis devenue une vraie loque. J'ai tout perdu, mes amis, ma famille, je voulais plus la voir parce que c'était sans arrêt des remontrances. Et puis je me suis retrouvée sans domicile fixe, et à me lever le matin en me disant comment je vais faire pour avoir 2000 balles aujourd'hui. Puis c'est tout ce que ça entraîne, la délinquance, petite et grande délinquance que ça entraîne. Parce que la seule préoccupation, c'est de trouver l'argent pour... C'est de trouver l'argent. On ne peut pas aimer autre chose que la came. Bon, les gens qui vivent en couple et qui se disent on est en couple, on s'aime, moi je dis c'est pas possible. Ou alors c'est un couple à trois. C'est la came qui gagne en premier. Donc moi j'étais à l'époque avec un garçon. Ben, on s'aidait, on pouvait aller braquer ensemble, on aidait les services de police, on braquait les dealers pour ne pas payer notre came. Enfin, on faisait des choses complètement folles. Je ne sais pas comment je suis encore en vie, parce qu'il y a pas mal de gens qui voulaient me mettre un coup de couteau dans le dos. Et tous ces bouts de chemin, bon, m'ont fait réagir petit à petit à ma situation. Dire, je reste une loque. Si je reste une loque, je m'en vais dans le pays producteur. Comme ça, je n'aurai pas à galérer pour avoir de l'argent tous les jours. Ou je reste ici et puis j'essaie de faire ici avec ce qu'il y a. Et c'est pas évident quand on s'en sort, puisque les bons amis veulent toujours vous en donner. Oui, c'est ça. Ils sont toujours là, eux. Ce qui est inquiétant, c'est qu'à mon époque, j'étais, je dirais, une exception, puisque des jeunes qui se camaient, il n'y en avait pas tellement. Des gens de 30 ans qui se camaient, à la rigueur, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand je vois des gosses que j'ai fait sauter sur mes genoux dans les cités et qui maintenant sont au point de mourir, hein, je dis qu'est-ce qu'on a fait depuis 15 ans? Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Oui, parce qu'on sait, enfin on ne va pas rentrer dans des batailles de chiffres, mais on sait que le chiffre des toxicomanes est en augmentation. On sait qu'il y en a des dizaines de milliers, pour ne pas parler de centaines de milliers. On sait que c'est un problème qui est là et qui est extrêmement grave. Mais qu'est-ce qui vous a alors déclenché on va revenir à vous, Françoise, mais qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, stop? Je ne sais pas si c'est passé comme ça. Stop, ça suffit. Des gens qui ont eu la patience de s'occuper de moi, il n'y en avait pas beaucoup. Au niveau des juges, au niveau des services de police, j'étais irrécupérable. Il y a des gens, Mme Poujol, d'autres personnes aussi en province qui ont su me redonner leur confiance sans arrêt, et Dieu sait si je l'ai trompé, leur confiance. Qu'on su être là dans les mauvais moments. Et puis ensuite, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Un enfant, parce que je mettais toujours la charrue avant les bœufs. Et puis mon petit bonhomme m'a fait réagir. J'ai dit c'est à lui que je dois donner à manger, et moi je n'ai pas à me donner de la came. Ça, c'est pas venu non plus du jour au lendemain. Petit à petit, à chaque fois que j'achetais un meuble, je me disais bon, là c'est 1 gramme que tu as acheté. Puis je meublais ma maison comme ça, petit à petit. J'ai pris conscience de l'argent que je n'avais pas du tout.
Et on m'a appris que j'étais porteuse du virus du sida. Certains de mes amis disent que bon, c'est la CAM qui nous l'a donné, c'est la CAM qui nous fera mourir. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis la CAM, elle ne m'a pas eu, c'est pas le sida qui m'aura. Maintenant, je vois les choses autrement, je me bats pour ça. Et puis, ben, je suis mère de famille, et puis j'ai bien envie que ça s'arrête dans ce pays, que tout le monde se détruise comme ça. Ouais, merci Françoise. Madame Poujols, Françoise vient de vous citer. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Là, je m'adresse à l'adulte. On réagit toujours. J'avais fait un tract après avoir découvert que ma fille était toxicomane. Ça n'arrive toujours qu'aux autres, car on pense bien élever ses enfants. Je discutais quand même pas mal avec ma fille, et lorsque nous voyons certaines émissions à la télé, on en parlait. Et à juste titre, c'est toujours un peu, je pense, le même discours. C'est mais non, faut être con pour tomber là-dedans, maman. Elle travaillait très bien à l'école. Il n'y avait aucun... Vous n'aviez aucune idée, vous ne pouvez pas imaginer une minute. Elle était devenue un petit peu plus agressive, mais enfin je pense que la période de l'adolescence c'est tout à fait logique. On cherche sa personnalité, on est un petit peu plus agressif envers la famille. Et vraiment, j'avais pris pour du bon pain, chaque fois qu'on en parlait, ce truc de dire non, il faut être con pour tomber là-dedans. Franchement, moi aussi, j'étais tombée dans ce discours. Alors, c'est toujours difficile quand on s'en aperçoit, car là, je dis toujours, c'est le jeu de loi où on revient à la case départ. C'est-à-dire que je suis allée voir mon médecin traitant, elle était déjà à l'héroïne quand je l'ai découvert. Je suis allée voir mon médecin traitant qui n'y connaissait rien. Elle m'a dit, elle est un petit peu fatiguée, c'est le baccalauréat qui est à la fin de l'année. Oui, il s'est douté de rien. Non, parce que je la faisais suivre, comme tout à chacun, nous faisons suivre nos enfants, et je vous dis, il n'y avait pas de signe particulier qui pouvait me faire penser que ma fille était toxicomane. Parce que c'est vrai qu'au début, ils ne le font pas non plus tous les jours. Donc, vous n'êtes pas toujours en train de pister vos enfants à la salle de bain. Enfin, on ne fait pas une psychose. Je crois qu'il faut parler de la drogue. Et c'est, à mon avis, aussi le danger, des fois, dans certaines réunions publiques ou dans des réunions d'information. Car quand on dit un peu la vérité ou les expériences, les gens ont tendance à psychoser et vite aller voir lorsqu'ils rentrent chez eux les bras des enfants, donne-moi ton sac que je regarde. Je crois qu'il ne faut pas en arriver là non plus. Comment j'ai réagi? Je crois que quand elle a su que j'avais découvert la toxicomanie, là, il y a une barrière qui est tombée. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a été de pire en pire. C'est-à-dire qu'elle savait que je savais. Moi, j'étais impuissante, c'est vrai. J'étais impuissante et j'ai toujours dit je ne serai jamais complice. C'est-à-dire aider à la soigner, oui. J'étais toujours présente pour dire si tu veux t'en sortir, ta mère sera là. Mais quand on arrive à un degré de délinquance avancé, car de toute façon, on y va obligatoirement, que vous avez d'autres enfants à protéger, il y a aussi un moment où vous dites, bon, ou elle reste chez soi, ou on la met dehors. Moi, j'ai pris la solution de la mettre dehors. Et j'ai toujours dit, par contre, tant que tu voudras te soigner, tu peux venir sonner à la porte de ta mère, elle sera toujours là pour t'aider. Être complice de la CAM, être complice de l'argent, être complice des médicaments, d'appeler SOS médecin sans arrêt, enfin, faire le circuit du jeu de loi, car quand vous le découvrez, comme elle le disait, c'est d'abord le médecin de famille, SOS médecin, l'hôpital psychiatrique, les institutions spécialisées, enfin, vous faites le tour, et puis au bout de quelques années, vous dites, mais c'est pas possible. Elle est plus qu'à la CAM, elle est devenue polytoxicomane, elle trouve toujours des médecins consentants pour lui donner les ordonnances qu'elle réclame, elle prend médicaments, alcool, car évidemment l'effet est beaucoup plus rapide, et vous vous dites, mais comment vais-je m'en sortir? Alors, je crois qu'il n'y a rien de pire chez un individu que de ne plus croire qu'on puisse faire quelque chose, tant du côté des familles que du côté d'un jeune. Docteur Solal, vous dirigez un centre, vous êtes psychiatre. Quand vous entendez ça, et vous l'avez sûrement entendu dans votre pratique, dans votre quotidien, on a l'impression quelque part, quand on entend ça, que ces témoignages très 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 forts, c'est vrai, putain, tellement vrai, c'est qu'on a l'impression, on a un sentiment d'impuissance d'abord. On se dit mais alors bon d'accord, c'est presque encore une fois labourer la mer, puisque en fait ce que disait Françoise, qui m'a moi beaucoup, c'est que je vais en prison, bon ben c'est un genre de cam, je vais en hôpital psychiatrique, c'est encore un autre genre, je deviens toxico. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? À vrai dire, on est souvent aussi démunis que les familles, aussi démunis que l'environnement. Ce qui était très émouvant dans ce que nous a raconté Françoise, c'est que finalement, le toxique, la toxicomanie, c'est un espèce de condensé de toute l'exclusion. Parce qu'elle nous a parlé de toutes les institutions qu'elle a fréquentées. La famille, elle s'est sentie
soit elle s'est sentie exclue, ce qui est le cas d'un certain nombre d'enfants, soit elle s'est exclue du cercle familial, la prison, l'hôpital psychiatrique, ce ne sont que des lieux d'exclusion, c'est-à-dire des lieux qui construisent une espèce de barrière, de palissade entre le sujet qui s'intoxique et les autres. Alors justement, que fait la médecine? Enfin, la médecine. On sait que depuis 70, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Depuis les centres de post-cure, beaucoup de choses. Quand même, il y a une réflexion là-dessus autour de Marmottan, autour de beaucoup d'autres choses. Ça fait quand même une vingtaine d'années, en tout cas qu'on en discute, que c'est sorti sur la place publique. Alors, quelle est l'attitude aujourd'hui, justement, de la santé, je dirais, vis-à-vis de ce problème-là? Est-ce qu'il y a accueil? Est-ce qu'il y a quoi? On essaye de mettre en place, à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'il y a une ouverture possible, une fenêtre qui s'ouvre, parce que Mme Pujols nous l'a dit, c'est pas tout le temps qu'une fenêtre s'ouvre dans la carrière, si j'ose dire, d'un toxicomane. Ça dure plusieurs années. Il y a des moments, Françoise aussi nous l'a dit, il y a des moments où on a envie d'en sortir, mais c'est par petits bouts. Elle nous a dit ça tout à l'heure. Il faut être là au moment où ce petit bout s'exprime. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Parce que le jeune garçon ou la jeune fille toxicomane ne va pas forcément consulter ou ne va pas forcément aller voir quelqu'un en qui elle a la confiance et qui pourra l'entendre. C'est vrai que lorsqu'on peut l'entendre à ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances pour le jeune de s'en sortir que si on met un dispositif contraignant en place qui oblige un jeune à venir consulter au moment où ce n'est pas le moment finalement. Je voudrais savoir, Thierry, vous, est-ce que vous avez eu à un moment donné l'envie d'aller quelque part pour arrêter parce que je sais que vous m'avez dit avant l'émission que vous étiez à un moment donné toxicomane. Alors comment ça s'est passé pour vous? M'arrêter, aller quelque part pour m'arrêter, non. Disons que dans ma tête, j'ai raisonné de la façon suivante. Je me suis dit, mon gars, t'as été assez bête pour t'y mettre tout seul dedans. Tu vas essayer de t'en sortir tout seul, quoi. C'est l'erreur à pas faire, surtout. Et je me suis renfermé complètement sur moi-même. Je me suis un petit peu isolé. Je voyais que tous mes amis, en fait, partaient à droite, à gauche. Ma famille, ça faisait très longtemps que je la voyais plus. Financièrement, j'étais vraiment au fond du gouffre. Le boulot, justement, il venait de me larguer. Enfin, j'étais vraiment au fond, quoi. Et ça s'est fini chez moi au bout de 3 jours de sevrage. Je voyais que j'allais vraiment pas y arriver. Et tout seul, vous étiez tout seul? Ouais, j'étais tout seul. Et j'ai vu que j'allais pas pouvoir y arriver. Et dans ma tête, en fait, la première idée qui m'est venue à l'esprit, ça a été de faire une tentative de suicide, quoi, d'arrêter tout, de mettre un point final. Et voilà. En fait, je baissais un petit peu les bras devant tout ça. Je me rendais pas compte pas que ça allait être aussi difficile que ça de m'arrêter, mais s'arrêter, ça veut pas dire uniquement s'arrêter. Ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... changer de vie? Ouais, complètement. C'est-à-dire que moi, en fait, après mes tentatives de suicide, je me suis retrouvé dans un hôpital. Et là, je me suis dit, bon, vraiment, c'est fini, c'est terminé. Je me suis débarrassé de mon appartement. Mon boulot, c'était terminé. Les amis, j'ai jeté tous mes calepins téléphoniques. Je me suis dit, vraiment, faut recommencer une autre vie. Pourquoi? Parce que des mecs qui ont arrêté, j'en connais. Il y en a à l'appel. Seulement 2 semaines, 3 semaines après, c'est reparti, quoi. C'est le type qui va aller voir sa grand-mère à la campagne. Et il va rester 1 mois, 1 mois et demi. Il s'est dit, ça y est, j'ai des crocs. Et puis une fois qu'il revient à Paris, il revoit les anciens amis. Il refréquente exactement les mêmes endroits. Même s'il a arrêté, c'est pas possible. Il va avoir un type en train de piquer du nez à longueur de temps devant lui. Et c'est pas possible, quoi. Faut changer de vie complètement. Faut se pousser, en fait, à vraiment tout larguer. La cam et le reste. Tout. Et bon, pour moi, ça s'est fini 5 mois d'hôpital psychiatrique, en fait. Je suis ressorti. Et ce qui m'a sauvé, c'est que je suis tombé amoureux. Enfin, il faut quelque chose de bien... de fort. Qui vous prenne vraiment, quoi. Et on se dit, bon, bah voilà, maintenant, c'est ça. Soit on replonge, soit on retourne dans le même truc. Ou sinon, on essaye de vivre autre chose, quoi. C'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai décroché. Attention, il ne faut pas croire que quand on décroche, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est fini. Il y a plein de choses. Même maintenant, en fait, après 3 ans d'abstention, j'ai encore plein de problèmes médicaux du style toutes les chicots qui tombent une par une. Je sais pas, plein de choses. Ça va beaucoup plus loin que ça, quoi.
Docteur Touzeau, quand vous entendez ces témoignages, vous aussi, vous dirigez le centre, enfin vous êtes un des dirigeants du centre Pierre-Nicole, Paris. Avant de parler de ce centre-là, je pourrais en parler, mais je voudrais savoir quel est votre sentiment. Ce sont des témoignages que vous entendez tout le temps, ce sont des pratiques que vous avez souvent, que vous entendez souvent dans votre... Je crois qu'on peut pas, on ne peut absolument pas faire une espèce de portrait robot du toxicomane. Je crois que ce serait une erreur profonde, parce que déjà dans les deux histoires qu'on vient de voir là, c'est totalement différent. Donc on est... Non, on n'essaye pas ça d'ailleurs. Bien, donc ce serait une première erreur. Maintenant, on est face à des gens qui effectivement, le dernier témoignage est intéressant à ce niveau-là, ils sont dans une espèce de passion qui les amène sur des rails, qui sont les rails de la drogue, dont il est très difficile de se sortir. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, les jeunes sont mal, se mettent à prendre du produit, vont mieux, les produits les aident apparemment à aller mieux, et puis ils sont pris sur ces rails. La difficulté, c'est de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Parce que c'est un peu ça qui est en toile de fond dans ces deux histoires. Est-ce qu'il faut forcément faire une espèce de parcours du combattant, toucher le plus bas possible pour s'en sortir? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il peut y avoir un certain nombre de lieux d'écoute, où les gens viennent, où on les incite à venir. Je ne crois pas qu'il faut forcément seulement attendre qu'ils y viennent, il faut aussi les inciter, les familles, l'environnement peut les inciter, à condition effectivement que ces lieux puissent s'exprimer dans l'environnement. On va en reparler de ces lieux, tout à fait. Ce que je voulais savoir, c'est qu'on se demande si quelque part, je ne dis pas le parcours du combattant est nécessaire, ce serait horrible de dire ça, mais si quelque part les gens n'ont pas le besoin, enfin n'ont pas la nécessité d'éprouver par eux-mêmes un certain nombre de choses pour arriver justement à ça. Je vous ai vu, madame, hocher la tête à plusieurs reprises quand vous écoutiez Thierry. Oui, parce que ma fille n'a pas suivi le même chemin. Bien souvent, elle voulait s'arrêter, mais elle n'y arrivait pas. Elle trouvait bien l'hôpital. C'était en urgence. Maman, je veux m'arrêter. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Aussitôt, on prenait une voiture, on courait tous les hôpitaux et les urgences n'acceptaient pas. On courait. Des fois, à 2 heures du matin, on était encore en train de chercher l'hôpital. Dans les hôpitaux, elle était prise quelquefois, donc, et elle suivait sa cure de désintoxication. Et aussitôt après la cure de désintoxication qui durait 8 jours ou 15 jours, il aurait fallu la mettre quelque part dans une post-cure. Mais impossible de trouver une post-cure. Vous avez demandé, excusez-moi, vous avez demandé s'il y avait des post-cures, tout ça, vous avez essayé de vous informer? J'ai écrit partout, je me suis déplacée, j'ai lancé des SOS dans tous les domaines, auprès des hôpitaux, auprès des docteurs, auprès de nombreuses associations et même auprès de ministres. J'ai même été voir un ministre. C'était Georgina Dufoy. J'ai eu l'occasion de parler avec elle, de lui dire mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour les toxicos? Je n'arrive pas à trouver de maison de post-cure qui prennent ma fille en main. Et elle m'a dit mais vous savez que nous, en tant que ministre, nous n'avons pas de pouvoir d'action, nous n'avons qu'un pouvoir de parole. Effectivement, elle a parlé en télé. Moi, j'ai cru que j'ai dit ce qu'elle disait m'avait enthousiasmée. J'ai dit ça y est, ma fille est sauvée. On a ouvert des centres, rien, pas de centre. Et donc ma fille, en sortant de ces hôpitaux psychiatriques ou des hôpitaux où il y avait des personnes très dévouées pour l'aider, parlait avec elle. Et après, plus rien. Et bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se retrouvait dans le monde, dans cette mafia. Et une fois, elle me dit, maman, je voudrais m'arrêter, mais on m'a offert gratuitement de la poudre. J'ai pas pu résister, j'ai accepté. Et puis c'est reparti. Elle a été en prison. Et c'est après 6 mois de prison, je me suis dit, c'est 6 mois de désintoxication. Mais non, en sortant, aussitôt après, elle s'est précipitée chez des copains qui pouvaient lui fournir de la poudre. Et jamais, son frère l'a prise à une époque pendant 6 mois, en l'aidant, mais vraiment en tant que frère, il l'a aidé comme il a pu. Mais elle n'a pas résisté, il fallait attendre. Il n'y avait pas de place dans les post-cures, rien, jamais. Et ça a été son grand désespoir. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma fille, eh bien, elle est partie, elle est morte maintenant. Elle est morte de la drogue. Et voilà un témoignage, c'est aussi terrible. Enfin, on ne va pas qualifier cela, mais ce qui m'étonne complètement, on va en parler juste après la pause, mais je pose la question. Je suis extrêmement étonné, car nous savons tous, enfin nous sommes certainement à savoir qu'il y a des centres de post-cure en France, et depuis quelque temps,
Je suis complètement étonné d'entendre qu'il y a eu une course à l'information et que cette information n'a pas été faite. Alors, juste après la pause, je donnerai la parole à Laurence Nart du ministère de la Santé pour qu'on réponde à cela. A tout de suite après la pause. Oui, Laurence Nart, vous vous occupez de toxicomanie au ministère de la Santé. Alors, on vient de parler de centre de post-cure, effectivement, parce que la personne qui sort d'une cure de désintoxication